Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre Z-Podcast. Nous sommes le dimanche 15 septembre et on se retrouve pour un nouvel épisode avec notre invité du Trends Talk. Aujourd'hui, dans votre épisode de Z sur 7, nous avons le plaisir d'accueillir Arno Feest, le CEO de Brussels Airport, depuis près de 15 ans. Je crois qu'on est quasiment le seul aéroport d'une taille similaire en Europe à ne pas avoir un cadre réglementaire clair pour les routes aériennes. Arno Feest va nous expliquer les secrets de cette longévité et parler des sujets brûlants autour de Brussels Airport. Vol de nuit, recours contre le permis environnemental, le patron de Ryanair ou encore le futur de l'aviation. L'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui fait son actualité. Bonjour. Bonjour. Commençons par cette question au niveau des chiffres de l'été. Ont-ils été à la hauteur ? Oui, l'été a été très bon. On a eu 4,9 millions de passagers sur les 2 mois de juillet et août. Donc une croissance de 6% par rapport à la même période de l'année passée. Donc l'évolution est très positive. On avait un réseau assez dense, plus de 170 destinations à travers le monde. Des nouvelles destinations également, une dizaine de destinations nouvelles, avec effectivement des destinations européennes, mais aussi des destinations un peu qui font rêver, comme Singapour, Shanghai ou Nairobi par exemple. Donc qui ont démarré cet été, quoi. Qui ont démarré un peu avant l'été, oui, et qui ont effectivement connu beaucoup de succès cet été. D'accord. Et au niveau du vol cargo, on connaît la même tendance ou c'est un petit peu différent ? Si on regarde sur les 2 mois d'été, on a une croissance de l'ordre de 3%, donc ce qui est bien. C'est vrai qu'il y a eu un certain ralentissement en début d'année qui était suite à la conjoncture macroéconomique et aux tensions géopolitiques bien connues. Mais le cargo se reprend très bien depuis quelques mois. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut dire que la parenthèse Covid s'est définitivement refermée, donc par rapport à 2019, ou est-ce qu'il y a encore un petit delta ? On est encore plus ou moins 10% en dessous du trafic qu'on avait en 2019. Bon, c'était quelque part attendu, puisqu'une partie du trafic passager, on va dire, voyage d'affaires, en tout cas le voyage d'affaires intra-européen, est en partie remplacé par les réunions digitales que de plus en plus de gens utilisent. Donc ça, c'était anticipé. Par contre, le voyage d'affaires intercontinental reste très florissant. Reste très solide, oui. Eh bien, voilà, on sait que l'activité aéronautique est parfois décriée, mais c'est aussi un point d'ancrage pour l'emploi. Au niveau de l'emploi, c'est vraiment assez important. Il y a une récente étude de la KUL qui montre ça. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu, notamment au niveau des emplois directs. Oui, donc l'étude la plus récente de la KUL démontre qu'il y a 85 000 emplois directs et indirects générés par l'activité de Brussels Airport en 2022. C'est le deuxième pôle d'activité après Anvers. Absolument, donc deuxième pôle d'activité économique du pays. On peut comparer ça à la situation en 2017 où il y en avait 64 000. Donc on est passé de 64 000 à 85 000 en 5 ans. Et encore 2022 était une année, je dirais, post-Covid. Donc on s'attend à ce que les chiffres des études suivantes soient encore supérieurs. Donc c'est vraiment important pour nous aussi de pouvoir quantifier la valeur ajoutée de l'activité économique de l'aéroport sur le pays. Ouais. Et c'est de l'emploi sur les 3 régions, à des degrés divers. Vous avez souvent pointé du doigt peut-être un manque de main-d'œuvre. Est-ce que les choses s'arrangent, notamment au niveau de la région bruxelloise ? Est-ce qu'il y a une amélioration de ce côté-là ? Ce qu'on constate, c'est un des points, je pense, intéressants dans l'étude, c'est que la part des Bruxellois dans l'emploi à l'aéroport a fortement augmenté. Ils représentaient 15% de l'emploi direct en 2017, et on est passé à 20%. À côté de ça, il y a une dizaine de pourcents qui viennent de Wallonie et 70% qui viennent de Flandre. Donc, je pense que c'est très positif, puisqu'on sait qu'à Bruxelles, il y a effectivement un certain chômage qui est parfois important. Il y a de l'emploi à l'aéroport, donc c'est vraiment des synergies intéressantes. Quand on passe de 17 à 20%, c'est vraiment une grosse différence. C'est passé de 15 à 20%, donc en proportion, c'est un tiers de Bruxellois en plus dans l'emploi à l'aéroport, donc on pense que c'est très important. On sait que dans la région autour de l'aéroport, on est souvent proche du plein emploi, en Brabant flamand, et donc pouvoir avoir de la main-d'œuvre bruxelloise qui vient travailler à l'aéroport, on se trouve que c'est très positif. Tout à fait. Après, il reste un certain nombre de postes vacants. Je ne sais pas si vous avez un chiffre.
Pour l'instant, il y a plus ou moins 400 emplois vacants à Brussels Airport. C'est un peu diminué, on était à 500 il y a quelques mois. Donc voilà, ça fait partie un petit peu du turnover naturel. Avec près de 30 000 emplois, il y a toujours des gens qui sont en changement de job. Donc 400, c'est quelque part un niveau structurel. Alors je suppose que vous n'allez pas me répondre non, mais c'est de l'emploi attractif, de qualité. Je pense qu'il y a plus de plein emploi qu'avant, de temps plein qu'avant, que par rapport à l'intérim. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'évolution d'abord des jobs à temps plein. Donc ils représentent dans 80% de l'emploi sur le site de l'aéroport. Donc c'est vraiment important de dire que ce ne sont pas des jobs à part-time, ou ce sont des emplois à temps plein. Okay. Et également, il y a près de 80% des emplois qui sont avec le statut d'employé. D'accord, ok. Et alors, qui dit Bruxelles Airport dit quand même impact pour les riverains. Voilà, c'est un sujet qui revient souvent. L'aéroport est un peu à cheval avec 3 niveaux de pouvoir, le niveau fédéral, la Flandre, Bruxelles. En mai, une étude du Conseil supérieur de la santé préconisait d'interdire les vols de nuit. Est-ce que ça vous paraît faisable, voire crédible ? Il faut d'abord savoir qu'il y a eu, si on regarde l'évolution du nombre de riverains impactés par les activités de l'aéroport, ça a fortement diminué sur les 20 dernières années. Donc ça, c'est une première chose. On est de moins 60% de personnes potentiellement impactées par les activités de l'aéroport. À côté de ça, le nombre de vols de nuit a, lui, diminué de 37% au cours des 10 dernières années. Donc il y a vraiment une évolution, je pense, qui est remarquable. On a maintenant 16 000 vols de nuit. On n'en demande pas plus. Ces vols sont importants à la fois pour une partie de notre activité cargo, on pense évidemment à l'activité de DHL, mais également, il ne faut pas oublier, pour les compagnies aériennes qui ramènent leurs avions, et le plus souvent plein de passagers, qu'on pense à Brussels Airlines ou à TUI. Et en cette période de vacances, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont retournés de vacances avec ces avions, et ils atterrissent pas toujours avant 23 heures. Est-ce que les vols cargo font peut-être plus de bruit ? Est-ce qu'on ne peut pas les déplacer à un autre moment ? C'est compliqué. Le problème pour une activité cargo, et surtout une activité express comme DHL, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir livrer à temps à la destination. Et donc, dans le cas de DHL, ils collectent les colis pendant la journée, ils les expédient la nuit pour qu'ils arrivent à destination rapidement le lendemain. Oui, d'accord. Et il n'en reste pas moins que le permis environnement qui a été délivré par la Flandre au printemps dernier limite à moyen terme le nombre de vols et voir aussi les nuisances sonores. Donc vous allez être restreint de ce côté-là. Comment jugez-vous ce permis environnement ? Est-ce qu'il vous satisfait tout simplement ? Je pense d'une part, c'est possible d'avoir un nouveau permis d'environnement. Positif que ce soit à durée indéterminée, donc il n'y a pas de limite dans le temps. Oui. Donc ça, c'est très positif. Il confirme la possibilité d'avoir des vols de nuit. Effectivement, il y a certaines restrictions supplémentaires qui sont apportées à la fois en termes de nombre de vols, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais également réduction du nombre de riverains impactés. Et je pense que ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. Alors, on peut discuter sur le timing qui est imposé dans notre permis. Mais c'est 2032 ? 2032, on doit réduire le nombre de personnes potentiellement impactées de 30%. Sur le principe, on est tout à fait d'accord. Réduire l'impact sur les riverains fait partie de nos priorités. Maintenant, il faut voir si le timing est réaliste, compte tenu, par exemple, des retards pris dans la livraison des nouveaux avions, que ce soit chez Boeing ou chez Airbus. J'ai lu que Brussels Airlines avait plus de complications, peut-être avec ce permis. Je ne sais pas si vous savez en quoi. Brussels Airlines a fait appel de la décision du permis en disant que la région flamande aurait dû effectuer ce qu'on appelle une approche équilibrée, donc qui est une procédure européenne qui est obligatoire, et ça n'a pas été fait. Et donc Brussels Airlines estime qu'il faut d'abord faire cette étude, et puis sur base des résultats de l'étude, déterminer s'il y a des restrictions supplémentaires à imposer ou pas. Donc cette étude n'a pas encore été faite par la région flamande. D'après ce qu'on comprend, ils vont la lancer très bientôt. Et donc je crois que c'est un peu la logique de Brussels Airlines, et dit on a mis un peu la charrue avant les bœufs. D'accord, oui. Bon, au-delà de Brussels Airlines, bien sûr, il y a toutes les communes, les régions, il y a une pluie de recours contre ce permis environnement. Bon, elles ont très vite émané du côté francophone. Quel est votre sentiment par rapport à ça de manière globale ? Il y a effectivement une vingtaine d'appels qui ont été introduits par différentes communes, voire régions, pas uniquement francophones ou wallonnes, mais il y a aussi des communes flamandes qui ont fait appel.
quelque part, on s'y attendait. Il n'y en a pas beaucoup plus maintenant qu'il y a 20 ans pour le permis précédent. C'est leur droit. Je pense qu'il y a une cour administrative qui va examiner ces plaintes. Ça fait partie, je pense, du processus normal tel qu'il est prévu. Donc, nous collaborons pleinement à ces procédures. Pas de panique. Non, pas du tout. Et est-ce qu'à cet égard, les changements de majorité qui se dessinent sans doute à Bruxelles, en Flandre, ça sera une forme de continuité quand même, mais au fédéral, on le sait, est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que vous avez un avis, tout simplement, par rapport à ça ? Écoutez, ça fait 15 ans que je suis à la tête de l'aéroport, donc j'ai eu l'occasion de côtoyer pas mal de ministres de différentes couleurs politiques, et avec la plupart, ça s'est très bien passé. Donc, je n'ai pas de préférence politique à exprimer sur le sujet. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'il est peut-être intéressant de voir l'alignement des majorités politiques aux différents niveaux de pouvoir. Parce que ce qu'on a constaté dans le passé, c'est que souvent, comme les majorités étaient différentes, par exemple au niveau fédéral ou au niveau flamand, que ça ralentissait, voire bloquait un petit peu la coopération. Donc, mon seul commentaire ici, c'est de dire s'il y a un alignement politique aux différents niveaux de pouvoir, ça pourra faire avancer peut-être les dossiers plus vite. Oui, tout simplement. Vous avez déjà parlé d'une grande loi aérienne qui encadrerait tous ces vols, ce qui n'existe pas à Bruxelles, qui existe dans d'autres aéroports à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce que ça changerait par rapport à la situation actuelle ? Je pense que c'est la fameuse loi sur les routes aériennes qui n'existe pas. Ça fait, je crois, des dizaines d'années qu'on demande d'en avoir une. C'est un sujet récurrent. Je crois qu'on est quasiment le seul aéroport d'une taille similaire en Europe à ne pas avoir un cadre réglementaire clair pour les routes aériennes. Je pense que ce serait à l'avantage de tout le monde, à la fois pour les riverains, les compagnies aériennes de l'aéroport, de savoir quel est le cadre juridique dans lequel on opère. Et ça ne veut pas dire que les routes aériennes seraient figées, mais il faut aussi également prévoir une procédure, comment faire pour changer une route aérienne. Mais le fait qu'on n'en ait pas, ça crée un vide juridique, et donc ça veut dire que finalement, lorsqu'il y a une plainte qui est déposée auprès d'un tribunal, c'est chaque juge qui, en âme et conscience, doit décider sans avoir une référence légale. Et donc ça, c'est très compliqué, parce que ça veut dire qu'on est sujet à l'interprétation de chaque juge en la matière. Donc je pense qu'il est essentiel que le prochain gouvernement s'attelle à rapidement mettre sur pied une loi sur les routes aériennes. Je pense que c'est vraiment aussi pour les riverains très important qu'ils sachent où sont les routes aériennes. Oui, c'est ça. Que ça ne fluctue pas... au gré des vents. Au gré des vents, tout à fait. Tout récemment, le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a pointé du doigt les coûts, je cite, aéroportuaires élevés de Bruxelles Airport. Il menace ou pas, il a dit qu'il investirait beaucoup à Charleroi et peu à Zaventem. C'est pas l'amour fou. Non, mais écoutez, on a l'habitude des déclarations un peu à l'emporte-pièce de Michael O'Leary que je connais. Le modèle à Bruxelles est différent de celui de Charleroi, il faut être clair. Donc nous sommes un aéroport principal avec une infrastructure qui est différente de celle d'un aéroport low cost comme Charleroi. Et donc, en plus, nous ne sommes pas subsidiés. Charleroi est fortement subsidié par la région wallonne. Donc effectivement, il est normal qu'il constate qu'il y a une différence de prix. Simplement, le fait est qu'à Charleroi, c'est finalement le contribuable wallon qui paye la différence par rapport à ce que... par an ou... un peu plus que 30 millions par an qui sont alloués à l'aéroport de Charleroi, qui permettent effectivement d'avoir des tarifs qui sont imbattables et qui sont même très en dessous, de l'ordre de 90% moins chers que des aéroports low cost comparables. D'accord. Après ça, Ryanair continue à opérer chez nous. Ils ont plus de 75 vols par semaine et on est très content qu'ils soient là. Ouais, voilà. Mais comment est-ce que l'aéroport de Charleroi fait pour être rentable ? Alors, c'est grâce aux subsides, effectivement, qui leur permet de joindre les deux bouts et de permettre à Ryanair de payer 2 fois rien pour voler depuis un aéroport wallon. Mais donc, vous l'expliquez aussi, c'est aussi un choix stratégique peut-être de votre part, de miser en tout cas sur le long courrier, l'intercontinental, avec des compagnies aériennes un peu plus traditionnelles par rapport au low cost. Est-ce que c'est juste ou est-ce que je me trompe tout simplement ? C'est votre trajectoire en tout cas. Notre stratégie, effectivement, c'est de développer notre activité de hub, donc de plateforme où il n'y a pas uniquement des gens qui font des vols de point à point, d'une destination directement à une autre, mais beaucoup de gens qui transfèrent. Quelqu'un qui fait New York-Bruxelles, Bruxelles-Kinshasa. Donc ça nécessite une infrastructure différente, c'est une approche différente. Et donc c'est notre stratégie. Nous sommes un hub de Star Alliance, avec nos partenaires Brussels Airlines et Lufthansa, entre autres. C'est vraiment notre vision à long terme. On pense que c'est notre rôle de pouvoir connecter la Belgique avec des destinations intercontinentales, ce que d'autres aéroports ne peuvent pas faire. À côté de ça, effectivement, on est également présent dans le segment européen,
Parce que d'une part, il faut remplir ces avions intercontinentaux. Et donc, on a aussi ce qu'on appelle le feeding. Donc, c'est d'aller chercher des passagers, par exemple, de Stockholm qui viennent à Bruxelles pour prendre un avion sur Kinshasa. Ça, c'est clair. Et également, on est présent dans le segment low cost. On a parlé de Ryanair, mais également Transavia qui est présent, Vueling, compagnie espagnole, ou Air Arabia. Et donc, ces compagnies peuvent également se développer. C'est pas exclu. C'est pas exclu, on n'est pas exclusif. On dit simplement, la stratégie d'une infrastructure comme la nôtre, c'est d'être une plateforme avec beaucoup de passagers en transfert. En termes intercontinental, vous développez en Afrique, il y a New York, vous avez cité la Chine, c'est à peu près ça? Donc oui, effectivement, on a plusieurs nouvelles destinations en Asie, donc Singapour, effectivement Shanghai, avec 2 compagnies aériennes qui volent sur la Chine. Également, on aura à partir du 1er décembre un vol direct sur Bangkok, avec Thai Airways. Brussels Airlines, évidemment, qui renforce encore son offre vers l'Afrique et les connexions vers l'Amérique du Nord, que ce soit avec United Airlines et Air Canada. Oui, tout à fait. Il y a eu cette taxe introduite par le précédent gouvernement qui évitait les sauts de puce, en tout cas c'était l'intention. Est-ce que ça vous pénalise moins, ça vous pénalise? Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette taxe qui est arrivée un petit peu soudainement, quoi? Oui, je pense que d'abord cette taxe, c'est une taxe. C'est-à-dire c'est le but de se faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est pas forcément un moyen de financer, par exemple, des alternatives au vol courte distance. Ce qui, je pense, aurait beaucoup de sens de dire, utilisons le produit de cette taxe pour financer des connexions à grande vitesse en train depuis l'aéroport vers d'autres villes. C'est malheureusement pas le but. Maintenant, je ne pense pas que ça ait un effet significatif, que cette taxe ait un effet significatif sur les passagers, parce qu'elle est finalement assez limitée. Elle n'est pas impactée sur le prix du billet? Ça, je pense que les compagnies aériennes gèrent ça en fonction de leur politique de revenus et politique tarifaire. Certaines le passent directement aux passagers, d'autres absorbent ça quelque part dans leur marge. D'une manière ou d'une autre, ce qu'on voit, c'est que le trafic, effectivement, intra-européen reste solide, en tout cas au niveau de tout ce qui est tourisme, également les gens qui voyagent pour aller visiter la famille ou des amis en Europe. Donc ça fonctionne encore très bien. Et tiens, quelle est votre relation tout simplement avec Brussels Airlines et la maison mère Lufthansa? Est-ce que vous êtes content du rapport de travail tout simplement au sein de votre aéroport ou... Absolument, on a une très très bonne relation avec Brussels Airlines et avec Lufthansa. Je pense que le fait que Brussels Airlines fasse partie de Lufthansa est vraiment une valeur ajoutée. D'abord, je pense pour le personnel de Brussels Airlines, effectivement, qui a un actionnaire très solide derrière eux, qui peut leur faire bénéficier la compagnie aérienne belge de tout son know-how, de sa puissance qui est très importante. Donc, et la collaboration se passe vraiment, vraiment bien. Ce qui est essentiel entre un aéroport et ce qu'on appelle son home carrier. Donc la compagnie aérienne qui est basée à Bruxelles, c'est évidemment la compagnie la plus importante. Donc on coopère beaucoup sur différents projets communs. Même s'il y a eu un peu de froid entre Lufthansa et Brussels Airlines, mais ça a fini par s'arranger de votre point de vue ou... Je pense que Brussels Airlines est maintenant détenue à 100% par Lufthansa et il y a une feuille de route qui est très claire et je pense que les progrès au niveau de la rentabilité de Brussels Airlines sont très positifs. C'est rassurant. Et permettent d'envisager l'avenir de manière très positive. Ok. Prenons un petit peu de recul. Certains affirment, comme des spécialistes de l'énergie comme Jean-Marc Jancovici, que l'aviation s'éteindra, l'aviation de masse, j'entends, avec la fin du pétrole. Est-ce que c'est exagéré selon vous? Est-ce qu'il existe des alternatives? Sont-elles crédibles? L'électrique, l'hydrogène? Quel sentiment vous avez par rapport à cette thématique qui vit, on ne peut pas le nier. Mais je pense qu'il y a des alternatives qui existent et d'autres qui sont en développement. Donc, donc je ne suis pas du tout pessimiste quant à l'avenir de l'aviation. Si on réfléchit à ce qui est peut-être le plus court terme et qui est déjà d'ailleurs disponible, ce qu'on appelle les SAF, simplifié le biofuel, qui permet en fait de réduire les émissions de CO2 dues au kérosène de 80%. Donc on remplace une partie du kérosène par du biofuel qui pollue nettement moins. Donc l'Union européenne a mis des objectifs très clairs d'évoluer vers 5% d'ici 2030. Donc 5% de tout le kérosène doit être du biofuel. Ouais. Et puis ça continue, c'est progressif dans les années qui suivent. Donc ça, c'est un élément très clair qui va aider à réduire l'impact sur l'environnement. Le biofuel
je vous interromps, qui est quand même largement plus cher à produire pour le moment en tout cas. Tout à fait. C'est un des problèmes du biofuel, c'est que pour l'instant, d'une part, c'est sa disponibilité, c'est pas évident à trouver sur le marché, et deux, peut-être en corollaire, c'est très cher, ça coûte 5 fois plus cher que du kérosène. Donc il y a aussi la question de savoir qui va payer l'addition à la fin. Est-ce que c'est les compagnies aériennes, est-ce que c'est le passager, etc. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est la bonne direction, et d'ici 5-10 ans, je pense que ça deviendra beaucoup plus facile à trouver et à des prix raisonnables. À côté de ça, il y a l'hydrogène. Et là, on est dans je pense, beaucoup plus long terme. D'accord. Mon avis personnel, c'est au-delà de 2050 pour avoir vraiment des avions qui pourraient voler à l'hydrogène. L'hydrogène amène beaucoup de complexité à gérer dans un avion. À quel point de vue vous... Parce que il faut stocker l'hydrogène à certaines pressions, etc. Et donc c'est assez compliqué. Il faut voir où est-ce qu'on produit l'hydrogène. Est-ce qu'on le produit sur le site de l'aéroport? Comment est-ce qu'il est transporté, acheminé jusqu'à l'aéroport? Donc, mais je pense qu'à terme, ça peut offrir une belle alternative. Sur les avions électriques, je suis plus dubitatif. D'accord. Je pense que tous les gens qui ont une voiture électrique savent qu'ils emportent avec eux quelques centaines de kilos de batterie. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter à l'échelle d'un avion, combien de tonnes de batterie il faudra transporter. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il reste encore beaucoup de place dans l'avion pour ça, et donc, il ne deviendrait tout simplement pas rentable. L'avion voilà. Donc, je ne suis pas convaincu. C'est quand même le nœud du problème. Il faut que l'avion soit rentable. L'avion doit être un rempli de rentable. Et donc ça, c'est pour ça que je pense que les SAF, donc les biofuels, sont une vraie opportunité pour le futur. Oui, d'accord. Voilà, sur un plan plus personnel, on l'a déjà évoqué, mais donc ça fait 15 ans que vous êtes à la tête de Brussels Airlines. Brussels Airport. Pardon, Brussels Airport. Quand il y a une telle pression, que ce soit des pouvoirs publics, des riverains ou encore du personnel, quand il y a des grèves de bagagistes, par exemple, comment est-ce qu'on tient le coup? Quel est votre secret? Je ne sais pas s'il y a un secret, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas faire ce job si on n'est pas animé par la passion du job. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai une vraie passion pour l'aviation, pour l'aéroport plus particulièrement. Donc ça me permet effectivement d'avancer, de rester pendant près de 15 ans dans un job où effectivement il y a beaucoup de challenges, beaucoup de pression. Je crois que je suis très bien entouré, j'ai de très bonnes équipes qui me permettent effectivement de ne pas être seul pour gérer les différentes crises qu'on a dû gérer. Mais ça reste un job fabuleux parce que tous les jours sont différents. Il n'y a pas un jour où j'arrive au bureau et je me dis je vais refaire la même chose qu'hier. C'est toujours quelque chose d'autre et c'est ça qui me passionne, c'est cet aspect de s'amuser et de découvrir des choses nouvelles chaque jour. C'est ça, il y a beaucoup d'activités dans un aéroport. Donc on pense toujours à la partie avion forcément. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait vivre un aéroport? Par exemple, pensez aux magasins. Donc on ne les exploite pas directement nous-mêmes, mais on a des concessionnaires qui le font. Les restaurants, les parkings, la publicité, l'immobilier. On développe nous-mêmes beaucoup d'immobilier, que ce soit des bâtiments logistiques à Brucargo ou des bâtiments de bureaux. Donc c'est très varié. Et donc on diversifie de plus en plus d'ailleurs nos sources de revenus, comme j'ai dit, vers l'immobilier, mais également dans des domaines comme les drones. Qui sont en plein développement, voire tout ce qui est intelligence artificielle et data science qui deviennent essentiels pour le futur de l'aviation. Tiens, justement, l'intelligence artificielle, dans quel cadre ça rentre un peu dans les avions? On connaît le fameux avion sans pilote. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va détruire l'emploi? Quel regard vous portez sur cette nouvelle technologie Je pense que l'intelligence artificielle, alors les avions sans pilote, c'est peut-être une autre discussion, mais en ce qui concerne l'aéroport, pour nous, on l'utilise déjà aujourd'hui dans des modèles prédictifs pour mieux anticiper les éventuels problèmes. Par exemple, si un avion est retardé, il y a beaucoup de passagers qui doivent aller en transfert sur une autre destination. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère leur bagage? Comment est-ce qu'on anticipe? Il s'agit vraiment d'anticiper. Et là-dessus, l'intelligence artificielle nous aide de plus en plus, après effectivement avoir appris. Parce que c'est un peu ça le principe, c'est d'apprendre en fonction des événements. Et donc, c'est vraiment une aide à la décision de nos équipes opérationnelles, de se dire, on a en temps réel des données et le système permet de nous suggérer, parce que c'est évident, c'est pas encore le système qui décide, mais il suggère certaines actions pour justement minimiser l'impact d'éventuels retards ou autres problèmes sur les passagers. Et l'IA, vous pensez à moyen ou plus long terme, comment va-t-elle influencer l'emploi au sein de votre aéroport? Ou est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que c'est encore un peu trop tôt?
Est-ce qu'il y a pas mal de fantasmes autour de ça et voilà. En ce qui nous concerne, on est quand même dans un business de service, essentiellement service aux passagers, aux airlines, etc. Donc l'humain reste essentiel. Je dis, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est un support à la décision. Je ne pense pas encore, en tout cas dans les années qui viennent, de dire que ça va remplacer l'humain. In fine, le contact, la gestion, et on le constate d'ailleurs aussi dans le terminal quand on parle aux passagers, ils ont besoin d'avoir ce contact humain, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. On avait, il y a quelques années, développé un espèce d'hologramme qui parlait aux passagers qui avaient des questions. On a constaté que ça avait très peu de succès parce que c'était pas humain, même si ça avait l'aspect. C'était différent. Donc, on constate qu'il y a vraiment un besoin d'avoir ce contact, ce feeling. Tiens, et au niveau sécurité, est-ce que l'IA joue peut-être enfin, en tout cas l'IA, mais quels sont vos derniers progrès technologiques pour assurer la sécurité de l'aéroport? Il y a aussi les portiques qui vous scannent, on n'a même plus besoin du passeport. Est-ce que ça va être lancé, ce genre de choses, quoi? Et donc, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle est également utilisée dans tout ce qui est les appareils de sûreté, donc les détections, les fameux portiques métalliques dans lesquels tous les passagers passent. Donc, on utilise ça effectivement pour améliorer la détection et accélérer surtout la capacité de détection d'objets interdits, dangereux. Donc là, de nouveau, le système permet, en apprenant sur base d'images qu'on donne au système, on dit voilà, des images de couteaux, de bombes, etc. C'est déjà en cours. Et donc le système apprend à les reconnaître, même s'ils sont cachés dans différents autres objets. Et donc ça, c'est vraiment du très concret. Ça se passe déjà maintenant, on travaille là-dessus. Alors, on n'est pas encore au bout du trajet, mais je pense que c'est vraiment une aide importante pour pouvoir rapidement processer des milliers et des milliers de bagages tous les jours. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, quelques minutes, mais juste pour voir en vrac sur quelques sujets qui font le tour de l'actualité pour le moment. Voilà, Air Belgium est en grande difficulté, même au bord de la faillite, on peut le dire. Est-ce que vous faisiez partie des gens qui ont cru ou le business model n'était pas le bon au départ? Est-ce que la Wallonie et aussi le niveau fédéral ont investi à tort? Quel est un peu votre regard là-dessus? Il est un peu double. D'un côté, je trouve que c'est une très belle initiative et le patron de Air Belgium, Niki Terzaki, c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà, c'est un entrepreneur, il a lancé ça il y a quelques années. Donc on a vraiment soutenu depuis des années, puisqu'effectivement, il a fini par transférer toutes ses activités à Bruxelles. Donc ça, c'était très clair. Par contre, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il faut encore une nouvelle compagnie aérienne en plus, compte tenu du nombre de compagnies aériennes qu'il y a en Europe et dans le monde? Ça, c'était ma première réaction intuitive de dire, est-ce qu'il en faut encore une en plus? Mais à côté de ça, voilà, il est venu avec des idées, il est venu avec des projets qui étaient très intéressants. Bon, malheureusement, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et on espère qu'effectivement, il pourra s'en sortir. Et alors, là aussi, le sujet est vaste, donc on ne va pas s'étendre non plus, mais il y a quand même cette crise Boeing. Et on ne sait pas si c'est la loi des séries ou s'il y a vraiment un défaut à la base au niveau de l'organisation de l'entreprise qui fait qu'il y a ces accidents en chaîne. Quel est votre regard par rapport à cette crise? De l'extérieur, parce que je n'ai pas d'informations inside, mais vous êtes quand même au fait des... Moi, je trouve qu'il y a un problème de gouvernance. Et effectivement, peut-être de raccourcis qui ont été pris dans la production de certains avions pour des impératifs d'efficacité et de rapidité de production. Et d'un autre côté, l'autorité qui devait contrôler Boeing, la FAA américaine, a sans doute aussi failli à sa mission, je pense, en faisant trop confiance, en se basant trop sur les contrôles internes chez Boeing. Et donc, on peut se poser vraiment la question de l'indépendance entre le constructeur de l'avion et l'organisme qui doit vérifier la conformité de l'avion. Donc ça, je pense que c'est sans doute une des grandes leçons de cette situation qui est très malheureuse parce que, voilà, d'abord, il y a eu des victimes. Ça vous impacte, vous, on commence de plus en plus à entendre des gens qui se disent, tiens, est-ce que j'ai envie de prendre un avion avec Boeing? Carrément, oui. Donc voilà, je ne dis pas qu'il y a un risque spécifique, mais les gens commencent à se poser des questions après avoir entendu les différents problèmes. Maintenant, en Europe, avec l'Agence européenne de sûreté de sécurité aérienne, l'EASA, il y a effectivement des contrôles qui sont effectués aussi, en plus de ce qui est fait aux États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un risque spécifique avec Boeing en Europe, mais effectivement, ça n'aide pas à rassurer tout le monde quand on entend qu'il y a une porte qui se détache ou un boulon qui manque. Voilà, je peux me mettre à la place des passagers, c'est pas forcément facile. Certain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Airbus, finalement? Je pense que pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour Airbus.
Disons que oui, les entreprises américaines dominent partout. Pour une fois, on a peut-être un fleuron européen Exactement, qui, je pense que qui domine une entreprise américaine. Tout à fait. Et alors peut-être dernière question, voilà, est-ce que vous êtes prêt à rempiler pour 15 ans? Bonne question, je pense que 15 ans, ça me paraît un peu long. Par contre, voilà, moi je m'amuse beaucoup, comme j'ai dit, c'est ce qui a dirigé ou drivé ma carrière, c'est de faire des choses qui me passionnent, qui m'amusent, ce qui est le cas. Et je dirais que tant que j'ai la confiance du conseil d'administration et des actionnaires, je suis prêt à rester encore quelques années, mais ce ne sera pas 15 ans. Merci de nous avoir écoutés. Il s'agissait de Arno Feist, le CEO de Brussels Airport depuis près de 15 ans. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Z sur 7, accompagné de Robert Van Apeldoorn pour parler de mobilité. Bonne journée. Z sur 7, le podcast quotidien de Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.